Mon ex-mari m'a invité à son mariage, mais il a fait en sorte que j'entre par la porte de service et que je sois assise à la pire place. Assurez-vous qu'elle sache où est sa place, a-t-il dit à la sécurité. Mais quand ma Bentley noire s'est arrêtée devant l'entrée principale, je suis sorti dans une robe dorée. Les 500 invités se sont figés dans un silence total. Après le divorce, j'avais déménagé d'Atlanta à Boston, une ville où personne ne connaissait mon nom ni l'histoire que mon ex-mari, Preston, avait si soigneusement inventée à mon sujet. Je me suis plongé dans mon travail de pédiatre à l'hôpital pour enfants de Boston. Les longues heures étaient une bénédiction. Elles comblaient les vides que la solitude aurait autrement pu occuper. Ma vie tournait autour de la guérison d'enfants malades, de l'odeur stérile de l'hôpital et de la satisfaction tranquille de faire une différence. Puis je rentrais chez moi et ma maison n'était pas du tout silencieuse. Elle était bruyante et chaotique et remplie de plus d'amour que je n'en avais jamais connu. Elle était remplie de Caleb, Cole et Cameron. Mes garçons, mes magnifiques fils triplés identiques. Ils avaient 5 ans, un tourbillon de cheveux noirs bouclés, de genoux écorchés et de questions sur tout, de pourquoi le ciel était bleu à pourquoi les brocolis ressemblaient à de petits arbres. Ils étaient mon secret, ma joie, la famille qu'on m'avait dit que je ne pourrais jamais avoir. Une famille que j'avais créée selon mes propres termes après que Preston soit sorti de ma vie. Un mardi, après un service particulièrement épuisant de 12 heures, je me suis garé dans mon allée, les épaules endolories de fatigue. Tout ce que je voulais, c'était serrer mes garçons dans mes bras et sentir les épices chaudes de la magie que Madame Patel, notre merveilleuse nounou, était en train de cuisiner. En prenant le courrier de la boîte, mes doigts l'ont effleuré. Une enveloppe lourde et chère, le genre de papier que l'on ne voit pas tous les jours. Mon nom, Dr. Audra Harrison, était écrit dans une élégante calligraphie en boucle. L'adresse de l'expéditeur était à Atlanta. Mon cœur fit un lent et douloureux bond dans ma poitrine. Je connaissais cette écriture. C'était la sienne. Je suis rentré, ai-je crié, ma voix un peu tremblante alors que je laissais tomber mes clés et le courrier sur la table de l'entrée. Instantanément, le tonnerre de petits pieds a résonné dans le couloir. Maman, ont-ils crié dans un unisson glorieux et chaotique, se jetant contre mes jambes. Je me suis agenouillé, mon épuisement s'évanouissant alors que j'enveloppais mes bras autour de leur petit corps chaud. Caleb, toujours le chef, me racontait déjà la magnifique tour de bloc qu'il avait construite. Cole, le plus silencieux, m'a juste serré fort, tandis que Cameron, mon petit artiste, tenait fièrement un dessin de notre famille, des bonshommes allumettes sous un soleil souriant. Ils ont été des anges parfaits, a dit Madame Patel, sortant de la cuisine avec un sourire bienveillant. Le dîner est presque prêt. Merci, Madame Patel. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous, ai-je dit, ma gratitude sincère. Après que les garçons se soient précipités pour se laver les mains, j'ai repris le courrier. Ma main hésita au-dessus de l'enveloppe crème. Un instant, j'ai envisagé de la jeter simplement dans le bac de recyclage, de la jeter sans l'ouvrir. Pourquoi le laisser revenir dans ma vie, même pour une seconde? Mais la curiosité, ou peut-être un besoin plus profond de savoir ce qu'il tramait, l'a emporté. À l'étage, dans le sanctuaire tranquille de ma chambre, j'ai quitté ma blouse pour enfiler un pull doux. Je me suis assise sur le bord de mon lit, l'enveloppe froide dans mes mains. Avec une profonde inspiration, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une invitation de mariage ridiculement ornée. Preston Wallace et Belle Sanders ont l'honneur de vous inviter à leur mariage. Château Elan Winery and Resort. Alors, ils se remariaient avec une influenceuse des réseaux sociaux qui avait la moitié de mon âge, une fille dont toute la vie était une collection organisée de photos parfaites. Une partie de moi, une petite partie mesquine dont je n'étais pas fier, a ressenti une piqûre, mais surtout, je me sentais fatigué. Fatigué de son besoin incessant de validation. Puis j'ai vu le carton réponse. Glissé à l'intérieur, séparé de l'invitation. Et au dos, dans cette même écriture familière, se trouvait une note courte et cruelle, écrite juste pour moi. Dernière place, dernière rangée. Où tu appartiens. L'air quitta mes poumons. Les mots étaient un coup physique, conçu pour blesser, pour me rappeler le récit qu'il avait vendu à tout le monde à Atlanta. Le récit selon lequel j'étais le problème. La femme de carrière de 42 ans qui était trop vieille, trop concentrée sur son travail, trop stérile pour lui donner la famille qu'il désirait si désespérément. Le mensonge qu'il avait construit pour cacher son propre secret dévastateur. Je me suis souvenu du jour où notre mariage est vraiment mort.
Nous étions dans le bureau froid et stérile d'un spécialiste de la fertilité. Je me souviens du bourdonnement des néons, de l'arfade sur les murs. Le médecin, un homme gentil aux yeux tristes, avait regardé Preston, pas moi, et avait annoncé la nouvelle. Faible numération des spermatozoïdes. Faible motilité. C'était lui. Ça avait toujours été lui. J'avais tendu la main vers la sienne, prête à affronter cela ensemble. Nous avons des options, Preston, avais-je murmuré. Nous pouvons envisager un donneur, l'adoption. Mais il avait reculé comme si je l'avais brûlé. Sa fierté, son ego masculin fragile, ne pouvait pas le supporter. L'athlète vedette, le millionnaire autodidacte, ne pouvait pas avoir de défaut. C'était une impossibilité dans son esprit. À partir de ce jour, il est devenu une personne différente, distante, cruelle. Il a commencé à sortir tard, l'odeur de parfum bon marché s'accrochant à ses costumes coûteux. Il me repoussait, essayant de me forcer à être celle qui partirait pour qu'il puisse contrôler le récit de notre divorce. Et quand j'ai finalement cédé, brisé et épuisé, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a raconté le mensonge à tout le monde. Et parce qu'il était Preston Wallace, charmant et puissant, tout le monde l'a cru. Maintenant, tenant cette invitation, je réalisais qu'il n'en avait pas fini. Il avait besoin d'une dernière performance. Il avait besoin de moi là, au dernier rang, comme accessoire dans son grand spectacle de réussite, pour que tout le monde puisse voir l'ex-femme vieille et amère le regarder épouser sa jeune et fertile épouse. Il voulait m'humilier jusqu'à l'oubli. Je me suis laissé tomber sur mon lit, les mots cruels sur le carton devenant flous à travers mes larmes. Un instant, j'ai senti ce vieux désespoir familier s'insinuer. Le sentiment d'être impuissante face à sa richesse et à ses mensonges. Mais ensuite, je l'ai entendu. Un éclat de rire venant d'en bas. Le son de mes garçons, Caleb, Cole et Cameron, mes fils, la preuve vivante, respirante et magnifique qu'il était un menteur. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Les larmes se sont arrêtées. Le désespoir a reculé, remplacé par un calme froid et clair. Il voulait que j'aie honte. Il s'attendait à ce que je me cache ou que je me présente brisé. Il n'avait aucune idée. Il n'avait aucune idée de qui j'étais devenu. Il n'avait aucune idée de ce qu'était ma vie. Il m'avait envoyé une invitation à ma propre humiliation. Mais j'ai décidé sur le champ que j'allais la traiter comme une invitation à ma propre libération. Les jours suivants furent une tempête silencieuse de planification. Le choc initial de la cruauté de Preston s'était durci en une détermination d'acier. Je n'allais pas à son mariage pour me venger. La vengeance semblait chaude et désordonnée. Et honnêtement, j'avais dépassé ce stade. Ce que je voulais, c'était quelque chose de plus propre, de plus puissant. Je voulais une conclusion. Je voulais entrer dans cet endroit, au cœur de son royaume de mensonges, et me tenir dans ma propre vérité, la tête haute. Mon dîner du jeudi soir avec ma meilleure amie Tania ne pouvait pas arriver assez vite. C'était un rituel que nous avions commencé juste après mon déménagement à Boston, une constante dans le chaos de la reconstruction de ma vie. Dès que mes garçons ont été installés dans le salon avec Madame Patel, construisant une nouvelle tour de bloc encore plus ambitieuse, j'ai sorti l'invitation de mon sac et l'ai glissée sur la table de la cuisine. Tania, une infirmière aux urgences à l'esprit vif qui avait tout vu, l'a prise. Ses yeux ont parcouru l'écriture élégante, puis elle a retourné le carton réponse. Son visage, habituellement si plein d'humour, s'est assombri. Cet abruti absolu, a-t-elle sifflé, sa voix basse et furieuse. Après tout, après les mensonges qu'il a répandus et qui t'ont pratiquement chassé d'Atlanta, il a le culot de faire ça. Il veut un public pour son dernier acte de cruauté. Certaines blessures à l'ego ne guérissent jamais, je suppose, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. Tu ne penses pas sérieusement à y aller, n'est-ce pas, Audra, a-t-elle demandé, les yeux écarquillés d'incrédulité. Tu ne peux pas. C'est un piège. J'ai regardé par la porte où mes garçons jouaient. Le son de leur rire était l'encre qui m'empêchait de dériver vers de vieux sentiments de blessure. J'ai passé 3 ans à reconstruire ma vie, Tania. 3 ans à laisser sa version de notre histoire être la seule que les gens d'Atlanta aient jamais entendue. L'histoire selon laquelle j'étais trop vieille, que c'était ma faute si nous ne pouvions pas avoir de famille. Tout en cachant le fait que ces nageurs ne pouvaient pas trouver la sortie d'un sac en papier, a terminé Tania d'un ton sinistre. Et maintenant, tu as 3 garçons incroyables qui prouvent qu'il était un menteur depuis le début. Exactement, ai-je dit,
un plan commençant à se former dans mon esprit. Il s'attend à ce que je ne vienne pas du tout, ou que je me glisse seul et embarrassé. Il veut que je sois un fantôme de son passé qu'il peut publiquement vaincre. J'ai pris une gorgée de mon vin. Il ne sait pas pour les garçons. Il n'a aucune idée de ce qu'est vraiment ma vie maintenant. Les yeux de Tania se sont illuminés de compréhension. Oh. Oh, je vois où tu veux en venir. Un sourire lent et dangereux s'est étendu sur son visage. Tu vas entrer là-dedans et lâcher une bombe de vérité qui va raser toute cette fête à $1 demi-million. Je vais juste me présenter, les jeux corrigés doucement, en tant qu'invité avec ma famille. Plus tard dans la nuit, bien après avoir couché mes fils avec des histoires et des baisers de bonne nuit, je me suis assise dans mon bureau à domicile, l'invitation posée sur mon bureau sous la lumière de la lampe. Elle ressemblait à une arme. Mon premier appel fut à un numéro que je n'avais pas composé depuis des années, mais que je connaissais par cœur. Le bureau du docteur Jordan. Sam, c'est Audra Harrison. Le docteur. Samuel Jordan avait été mon spécialiste de la fertilité, mais il était aussi devenu un ami, un guide constant et compatissant à travers les jours les plus sombres de mon divorce et de mon parcours vers la maternité. Audra, comment vont mes petits hommes préférés? Prêts à conquérir la maternelle, a-t-il demandé chaleureusement. Ils sont incroyables. Grâce à vous, ai-je dit en souriant. Sam, je vous appelle parce que j'ai reçu quelque chose aujourd'hui. Preston se remarie. Il y eut une pause au bout du fil. Et comment vous sentez-vous à ce sujet? Il a envoyé une petite note méchante avec l'invitation. Il veut que je sois là pour pouvoir m'humilier, ai-je expliqué. Il ne sait toujours pas pour les garçons. Je ne lui ai jamais dit que j'avais eu recours à un donneur. Vous aviez parfaitement le droit à votre vie privée après la façon dont il vous a traité, a dit fermement le docteur Jordan. Que envisagez-vous de faire? J'ai pris une profonde inspiration. Je pense que je dois y aller. Pendant 3 ans, je l'ai laissé contrôler le récit de notre mariage. J'ai quitté mon cabinet, mes amis, toute ma vie là-bas parce que je ne supportais pas les chuchotements. Peut-être qu'il est temps que les gens voient la vérité au lieu d'entendre ces mensonges. C'est un grand pas. Êtes-vous sûre d'être prête pour ça? J'ai jeté un coup d'œil à la photo encadrée de mes fils sur mon bureau. Tous les 3 souriants avec des dents de lait en moins. Je pense que oui, ai-je dit. Mon appel suivant était plus un pari osé. J'ai ouvert mon ordinateur portable et cherché la direction du château Elan. Un nom a attiré mon attention. Leland Davis. Je me souvenais de lui du lycée à Philadelphie, un garçon gentil et calme du club audiovisuel. Ça valait la peine d'essayer. Château Elan, comment puis-je vous aider? A répondu une voix polie. Leland? Leland Davis, ai-je demandé en croisant les doigts. Il y eut une pause surprise. Oui, c'est Leland. Qui est à l'appareil? C'est Audra Harrison. Nous étions ensemble au lycée North Penn. La reconnaissance s'est fait entendre dans sa voix. Audra, bien sûr. Waouh, ça fait des années. J'ai entendu dire que tu es devenu médecin. Je suis manager ici maintenant. Je sais. C'est pour ça que j'appelle. Leland, j'ai besoin d'une faveur. Une grosse faveur. Mon ex-mari Preston Wallace se marie là-bas dans 3 semaines. La voix de Leland baissa. Je sais. J'ai vu votre nom sur la liste des invités et j'ai été surpris. Étant donné qu'il a répandu des mensonges sur moi dans tout Atlanta, ai-je terminé pour lui? Oui. Eh bien, il a envoyé l'invitation avec une note. Je crois qu'il prépare une sorte d'humiliation publique. Ça ressemble bien au Preston dont je me souviens, a dit Leland avec un soupir de désapprobation. Que puis-je faire pour aider? Je vais y assister, ai-je expliqué, mais pas de la manière qu'il attend. J'ai des fils triplés de 5 ans maintenant. Des fils dont Preston ne sait rien, a ajouté Leland. Le silence à l'autre bout du fil était absolu. Puis, des triplés. Audra, c'est merveilleux. Il marqua une nouvelle pause. Attends, est-ce qu'ils sont? J'ai eu recours à un donneur après le divorce, ai-je clarifié. C'est Preston qui avait des problèmes de fertilité. C'était juste un autre de ses mensonges. J'ai toujours soupçonné quelque chose comme ça, a dit Leland, sa voix dure. De quoi as-tu besoin de ma part? J'ai besoin d'éviter le piège qu'il a tendu.
La sécurité a probablement pour instruction de m'envoyer à l'entrée de service, à une table dans la cuisine. Peux-tu m'aider à arriver selon mes propres termes? Considérez que c'est fait, a promis Leland, une nouvelle énergie dans la voix. Je m'assurerai personnellement que vous et vos garçons soyez traités comme des rois. Ça va être très, très intéressant. Après avoir raccroché, un sentiment de pouvoir, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, m'a envahi. Je suis allé à mon placard et j'ai sorti une housse à vêtements qui était rangée au fond. À l'intérieur se trouvait une magnifique robe dorée en tissu kente que j'avais achetée lors d'un voyage des années auparavant mais que je n'avais jamais eu l'occasion de porter. C'était un lien avec mon héritage, un symbole de royauté et de force. Je l'ai tenu contre moi, m'imaginant entrer dans son mariage blanc parfaitement organisé, une touche d'or vibrant et sans complexe. Et j'ai imaginé mes 3 petits princes dans des tenues assorties, me tenant la main. J'ai regardé l'invitation une dernière fois avant de la poser sur mon bureau. Demain, je réserverai les vols. J'appellerai mes parents à Philadelphie et leur demanderai de nous rejoindre à Atlanta pour nous soutenir. Et j'appellerai un tailleur. Il était temps de montrer à Preston Wallace que ses mensonges ne m'avaient pas détruite. Il m'avait libéré. Dans les semaines précédant le mariage, le monde de Preston, d'après ce que j'ai appris plus tard, a commencé à tourner autour d'une seule question exaspérante. Pourquoi n'avais-je pas encore répondu à l'invitation? Il faisait les 100 pas sur les sols en marbre de son penthouse d'Atlanta, la silhouette de la ville en toile de fond scintillante de son obsession croissante, actualisant constamment la liste des invités en ligne sur sa tablette. Elle joue à des jeux, marmonnait-il pour lui-même. Pendant ce temps, sa fiancée, Belle, était occupée à se produire pour son propre public. Elle était une maîtresse de la vie organisée, ses 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux ayant droit à un flot quotidien de contenu lié au mariage. Un matin, elle filmait une vidéo de déballage, entourée d'une montagne de cadeaux coûteux de leur liste de mariage. Bonjour à tous mes besties, a-t-elle gazouillé à la caméra de son téléphone. Aujourd'hui, on déballe ces incroyables flûtes à champagne en cristal de chez Tiffany & N'oubliez pas de swiper vers le haut pour le lien. Preston l'observait depuis l'embrasure de la porte, une lueur d'irritation traversant son visage avant qu'il ne la remplace par son sourire charmant habituel. Elle était l'accessoire parfait, jeune, belle, célèbre et complètement inconsciente de la pourriture sous la surface de sa vie parfaite. Comment se passe la vidéo, chérie, a-t-il demandé, sa voix douce comme de la soie. Génial. Ce post a déjà des milliers de likes, a-t-elle dit, son attention toujours rivée sur son écran. Leur rencontre avec l'organisatrice de mariage, Vanessa, au château Elan, n'a fait qu'alimenter la fixation de Preston. Tandis que Vanessa passait en revue les derniers détails, sculptures de glace, fleurs rares importées d'Amérique du Sud, éclairage personnalisé, l'esprit de Preston était ailleurs. Nous avons confirmé 298 invités jusqu'à présent, a dit Vanessa en consultant son presse-papier. Nous attendons juste quelques réponses de plus, y compris celle d'Audra Harrison, a dit Preston immédiatement, son ton sec. Belle lui jeta un coup d'œil. C'était la 3e fois qu'il mentionnait mon nom ce matin-là. Oui, le docteur Harrison n'a pas encore répondu, a confirmé Vanessa. Je peux faire un suivi avec un appel de courtoisie si vous le souhaitez. Non, a sèchement répondu Preston, un peu trop vite. Elle répondra. Assurez-vous simplement que sa place reste exactement comme je l'ai demandé. Pendant que Belle était distraite à goûter des échantillons de gâteaux, Preston a pris à part le responsable de l'événement, un homme nommé Tom, pour un mot en privé. Mon ex-femme sera présente, a dit Preston d'une voix basse et conspiratrice. Je veux m'assurer que son expérience soit mémorable. Il a ensuite donné une série d'instructions cruelles. Il voulait que la chaise à ma table désignée ait une jambe légèrement plus courte que les autres, juste assez pour être une nuisance constante et bancale. Il voulait que mon repas soit servi en dernier, et il a laissé entendre que la cuisine pourrait peut-être trouver une portion qui n'était, comme il l'a dit, pas tout à fait aussi fraîche que les autres. Le responsable semblait profondément mal à l'aise. Monsieur, je ne suis pas sûr que nous puissions. Je dépense un demi-million de dollars pour cet événement, l'a interrompu Preston, sa voix glaciale. C'est une affaire personnelle. Je demande simplement votre discrétion. Sans qu'il le sache, Belle avait fini sa dégustation et s'était approchée juste à temps pour entendre la fin de sa demande. Preston, a-t-elle appelé, le front plissé. C'était quoi, ça? Le repas de qui ne devrait pas être frais? Preston s'est retourné, son masque charmant se remettant instantanément en place.
Rien, chérie. Je m'occupe juste d'un rival commercial difficile qui a répondu à l'invitation. Ne t'en fais pas, il lui a pris la main, l'entraînant pour regarder les arrangements floraux, mais la graine du doute avait été plantée dans l'esprit de Belle. C'était la deuxième fois cette semaine laquelle le surprenait dans ce qui semblait être un mensonge. La première fois avait eu lieu quelques nuits plus tôt. Elle l'avait entendu au téléphone dans son bureau, sa voix tendue. « Écoute, Marc, les investisseurs n'ont pas besoin de voir ces chiffres en particulier, disait-il. Montre-leur simplement les rendements projetés. Non, les fonds ont été temporairement réaffectés. C'est une pratique courante. Personne ne le saura si tu suis simplement le plan. » Quand il avait réalisé qu'elle était là, il avait balayé ça d'un revers de la main comme des affaires. Mais les mots, fonds détournés, et implications légales, lui étaient restés en tête. Son père, James Rivera, un homme d'affaires avisé de Miami, n'a pas fait grand-chose pour apaiser ses inquiétudes quand il est arrivé une semaine avant le mariage. Lors d'un dîner dans un restaurant exclusif d'Atlanta, James a observé Preston avec des yeux calculateurs. « Alors, Preston, a dit James en faisant tourner le bourbon dans son verre. Ashley me dit que votre premier mariage était une affaire beaucoup plus petite. » Le sourire de Preston a vacillé une fraction de seconde. « Circonstances différentes, a-t-il dit sèchement. Plus tard, quand Preston s'est éloigné pour prendre un appel, James s'est penché vers sa fille. « Ashley, que sais-tu vraiment du premier mariage de cet homme? Pourquoi s'est-il vraiment terminé? »« Papa, je te l'ai dit, soupira-t-elle, exaspérée. Sa femme était plus âgée. Il voulait des choses différentes. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et tu crois que c'est toute l'histoire, a insisté James. Chérie, je veux juste m'assurer que tu épouses l'homme, pas l'image qu'il projette. Quelque chose ne me semble pas clair. De retour à Boston, mes propres plans se concrétisaient. J'ai rencontré mon avocate, Sarah Bennett, non pas pour préparer un procès, mais pour être préparé. Je voulais m'assurer que tout était en ordre. Je ne prévois pas de faire d'accusation publique, ai-je expliqué, en exposant les résultats des tests de fertilité d'il y a 3 ans. Mais s'il essaie de m'humilier, je dois connaître ma position juridique. Ces dossiers médicaux, combinés à des preuves documentées de ces fausses déclarations à votre sujet, constitueraient un cas de diffamation très convaincant, si vous choisissiez de le poursuivre, a conseillé Sarah. Avoir cette connaissance, c'était comme enfiler une armure. Puis vint la partie la plus agréable des préparatifs. J'ai trouvé un merveilleux tailleur spécialisé dans les vêtements traditionnels africains. Je lui ai montré une photo de ma robe dorée en kante et des photos de mes garçons. J'ai besoin de 3 tenues assorties pour mes fils, ai-je expliqué. Elles doivent être parfaites. Ce sont de beaux enfants, a dit le tailleur, les yeux pétillants. Ils ressembleront à de petits rois. Ce soir-là, je me suis finalement assise et connectée au site web du mariage. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. J'ai tapé mon nom, puis j'ai fait une pause. 1+1 était standard, mais l'invitation n'avait pas précisé. Le système en permettait plus. Un lent sourire s'est dessiné sur mon visage. Invité présent, 4. Audra Harrison +3. J'ai cliqué sur soumettre. À Atlanta, une notification par email a retenti sur l'ordinateur de Preston. Il a cliqué pour l'ouvrir, le cœur battant. Audra Harrison a répondu. Ses yeux se sont écarquillés en lisant les détails. +3, a-t-il murmuré, son visage devenant pâle. Qui diable amène-t-elle? Il a immédiatement appelé Vanessa, l'organisatrice de mariage, la voix tendue de fureur. Vanessa, réglez ça. L'invitation n'était que pour elle. Je suis désolé, monsieur Wallace, a répondu calmement Vanessa. Le système autorise plusieurs invités à moins qu'une limitation ne soit fixée. L'invitation de votre ex-femme ne précisait rien. 1+1 est standard, pas 1+3, a-t-il sifflé. Je peux l'appeler si vous souhaitez clarifier. Non, a-t-il aboyé. Ne la contactez pas, il a raccroché, son esprit s'emballant. Qui cela pouvait-il être? Un nouveau petit ami et ses amis? Un avocat? Il a immédiatement composé le numéro de la société de sécurité et mis à jour ses instructions. Monica Harrison amène maintenant 3 invités inconnus, a-t-il dit, sa voix froide. Je veux qu'ils soient tous photographiés à leur arrivée. Surveillez-les constamment. S'ils causent la moindre perturbation, expulsez-les. Tous.
Son plan parfait pour se venger devenait désordonné, imprévisible, et Preston Wallace n'aimait pas l'imprévisible. Le dîner de répétition a eu lieu dans une salle à manger privée du complexe, un espace dégoulinant de cristaux et sentant les lys coûteux. L'air était épais d'une gaieté forcée. Je n'étais pas là, bien sûr, mais j'ai tout appris plus tard de plusieurs sources. C'est à ce moment-là que les premières vraies fissures ont commencé à apparaître dans la façade soigneusement construite de Preston. Il était sur les nerfs toute la soirée, ses yeux se tournant constamment vers la porte comme s'il s'attendait à ce que je fasse irruption à tout moment. Il a à peine parlé à Belle, son attention consommée par son téléphone, où il revoyait sans doute les plans de sécurité mis à jour pour la 10e fois. La tension est devenue insupportable lorsque le père de Preston, Harold Wallace, s'est levé pour porter un toast. Harold était un homme taillé dans le même bois que son fils, arrogant, obsédé par les apparences et totalement convaincu de sa propre supériorité. Il a levé sa flûte de champagne, un sourire satisfait sur le visage. À Preston et Belle, a-t-il commencé, sa voix tonitruante remplissant la pièce. Fils, après ton premier mariage, ta mère et moi craignons que tu ne trouves jamais le bonheur que tu mérites. Mais tu as bien réussi. Il a rayonné en direction de Belle. Une belle jeune femme qui peut enfin te donner la famille que tu as toujours voulu. Au nouveau départ et aux futurs petits-enfants. Une vague de silence gêné a envahi la table. Le sourire de Belle est devenu un masque figé et douloureux. L'implication était claire. Une pique délibérée à l'ex-femme plus âgée et stérile. À côté de Preston, Gareth Cooper, son témoin et plus vieil ami, a marmonné juste assez fort pour que les personnes à proximité entendent, très classe, Harold. Parler d'enfant, vu la vérité. Preston lui a lancé un regard assez aiguisé pour couper du verre et lui a donné un coup de coude dans les côtes. Tais-toi, a-t-il sifflé. Gareth était resté silencieux toute la soirée. Il était le seul dans le cercle intime de Preston à connaître toute la sale vérité. Il avait été avec Preston à la clinique de fertilité. Il avait regardé Preston construire le mensonge, et pendant 3 ans, son silence l'avait rendu complice. Mais quelque chose dans le toast suffisant d'Harold semblait être la goutte d'eau. Plus tard, Gareth s'est excusé pour aller aux toilettes. Belle, sentant une opportunité, l'a suivi. Elle l'a rattrapé dans le couloir au tapis moelleux. Gareth, puis-je te demander quelque chose, a-t-elle dit, sa voix basse. Il s'est arrêté, l'air profondément mal à l'aise. Bien sûr, Belle. Preston, il semble obsédé par la présence de son ex-femme demain. On dirait que c'est plus que juste vouloir se vanter. Que s'est-il vraiment passé entre eux? Pourquoi ont-ils vraiment divorcé? Gareth a hésité, évitant son regard. Belle, je pense. Je pense que tu devrais demander à Preston à ce sujet. Je l'ai fait, a-t-elle insisté, sa voix prenant une pointe de désespoir. Il répète juste la même histoire, qu'elle était trop vieille, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais quelque chose cloche. La façon dont il parle d'elle, c'est rempli de tellement de venin. S'il te plaît, Gareth, je l'épouse demain. Je mérite de savoir la vérité. Gareth a pris une profonde inspiration, semblant porter un grand poids sur ses épaules. Écoute, a-t-il commencé, sa voix à peine un murmure, le divorce. Ce n'était pas à propos des enfants. Pas vraiment. C'était à propos de l'incapacité de Preston à accepter. Vous voilà. La voix de Preston a fendu l'air comme un fouet. Il se tenait au bout du couloir, les yeux plissés en fente suspicieuse. Le dessert est servi. De quoi discutez-vous si sérieusement ici? Rien d'important, a dit rapidement Gareth, adressant à Belle un regard d'excuse avant de retourner dans la salle à manger. Preston a pris le bras de Belle, sa poigne un peu trop forte. Qu'est-ce qu'il t'a dit, a-t-il exigé. Rien, a-t-elle dit en retirant son bras. Mais j'aimerais que quelqu'un me dise quelque chose. Le reste du dîner fut un flou de tension. Belle ressentait un sentiment croissant d'effroi. L'homme qu'elle était censée épouser lui semblait être un étranger. Plus tard dans la nuit, de retour dans leur suite luxueuse, elle ne pouvait se défaire du sentiment d'être au bord d'un précipice. Pendant que Preston était sous la douche, elle a vu sa veste de smoking pour le lendemain drapée sur une chaise. Un morceau de papier dépassait de la poche de poitrine. Les mains tremblantes, elle l'a sorti. C'était une note imprimée de la société de sécurité. Le titre indiquait « Monica Harrison, plan de surveillance ». Son sang s'est glacé en lisant les instructions cruelles et détaillées.
Arrivée du sujet, dirigé vers l'entrée de service uniquement. Aucune exception. Placement, table 42, coin arrière. Chaise à préparer selon les instructions de Monsieur Wallace. Surveillance, affecter un agent en civil pour surveiller la table du sujet. Positionner une caméra cachée dans l'arrangement floral pour capturer les expressions pendant les vœux de la cérémonie. Protocole, signaler tous les déplacements. Si le sujet cause une perturbation ou tente d'approcher la noce, expulser immédiatement et discrètement. Et en bas, une note manuscrite dans l'écriture familière de Preston, assurez-vous qu'elle sache où est sa place. Ce n'était pas de la précaution. C'était un complot calculé et sadique. C'était l'acte d'un tyran, d'un homme consumé par le besoin d'infliger de la douleur. Que fais-tu avec ma veste? La voix de Preston la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la salle de bain, une serviette autour de la taille, son expression s'assombrissant en voyant la note dans ses mains. « Qu'est-ce que c'est, Preston » a-t-elle demandé, sa voix tremblante en tenant le papier. « Est-ce vraiment qui tu es? Un homme qui complote pour humilier son ex-femme à son propre mariage. Tu ne comprends pas, a-t-il dit en lui arrachant le papier. Elle le mérite après ce qu'elle m'a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait, a crié Belle, sa frustration débordant enfin. Parce qu'à chaque fois que je demande, tu me donnes ces réponses vagues et répétées. Qu'est-ce que tu me caches? Ce n'est pas le moment, Belle, a-t-il grondé. Nous avons un mariage dans moins de 12 heures. 300 invités arrivent. Ton équipe de réseaux sociaux est déjà en train de s'installer pour les mises à jour en direct. Je me fiche des mises à jour en direct, a-t-elle crié, les larmes montant à ses yeux. Je me soucie de la vérité. J'ai besoin de la vérité, Preston. Tout de suite. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone, posé sur la table de chevet, a vibré avec urgence. Il a jeté un coup d'œil à l'écran. C'était le chef de la sécurité. Il l'a pris, son visage un masque d'irritation. Qu'est-ce qu'il y a? Il a écouté un instant et toute couleur a quitté son visage. Qu'est-ce que tu veux dire? Une Bentley noire. Qui est dedans? Retardez-les. Retardez-les simplement. J'arrive tout de suite. Il a raccroché brutalement et s'est précipité pour s'habiller, sans même jeter un regard à Belle. Alors qu'il sortait de la pièce en courant, elle est restée seule, tenant la note de sécurité froissée dans sa main. Sa magnifique robe de mariée sur mesure était accrochée à la porte, ressemblant à un costume pour une pièce dans laquelle elle ne voulait plus jouer. L'horloge tournait, se rapprochant de plus en plus de la cérémonie, et tout ce à quoi elle pouvait penser était « Qui est l'homme que je suis sur le point d'épouser ?» Le matin du mariage s'est levé, clair et douloureusement net. Le soleil de Géorgie filtrait à travers les fenêtres du château Élan, scintillant sur les milliers de roses blanches et les décorations en cristal. C'était censé être un conte de fées. D'après ce que j'ai entendu, cela ressemblait plus au conte à rebours avant une détonation. Dans la suite nuptiale, Belle était assise, engourdie dans une robe de soie, tandis qu'une maquilleuse essayait de peindre un visage heureux sur son visage troublé. Ces demoiselles d'honneur bavardaient avec enthousiasme autour d'elle, inconscientes, sirotant des mimosas et prenant des selfies. Son père est entré, son expression grave. Il n'est pas trop tard pour reporter, a-t-il dit doucement en la prenant à part. Reporter un mariage à un demi-million de dollars le jour même, a murmuré Belle, l'absurdité de la situation la frappant. Internet exploserait. Mes abonnés, elle s'est arrêtée, un éclair de lucidité sur son visage. Est-ce de cela que je m'inquiète vraiment? De ma réputation sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, dans les appartements du marié, Preston ne regardait pas sa fiancée. Il fixait son téléphone, actualisant frénétiquement les flux des caméras de sécurité autour de la propriété. Aucun signe d'elle, a demandé Garrett depuis l'embrasure de la porte, déjà vêtue de son smoking. Rien pour l'instant, a marmonné Preston sans lever les yeux. La sécurité dit qu'elle n'a même pas quitté son hôtel. Garrett a poussé un soupir profond hélas. Preston, c'est le jour de ton mariage. Peux-tu s'il te plaît, une seule seconde, te concentrer sur Belle au lieu d'Audra? Je suis concentré, a sèchement répliqué Preston. Je suis concentré sur le fait de m'assurer que tout se passe selon mon plan. Tu veux dire ton plan de vengeance, a rétorqué Garrett, sa patience finalement épuisée. C'est de la folie. Tu es sur le point d'épouser une femme qui, pour une raison quelconque, t'aime, et tu es obsédé par l'humiliation de ton ex-femme. Pourquoi?
Preston a finalement levé les yeux, son visage contracté par une rage qui couvait depuis 3 ans. Tu ne comprends pas ce que c'était après le divorce. Les chuchotements, les gens qui me regardaient différemment, pensant que j'avais quitté ma femme parce qu'elle était trop vieille pour avoir des enfants. Ma réputation. Une réputation que tu as créée, l'a interrompu Garrett, sa voix s'élevant. C'est toi qui as répandu ces rumeurs, Preston. C'est toi qui n'as pas pu supporter la vérité sur ton propre corps, alors tu as détruit sa réputation pour protéger ton ego fragile. Je te préviens pour la dernière fois, Garrett. Laisse tomber, a dit Preston, sa voix dangereusement basse. Ou quoi, a dit Garrett en redressant sa cravate. Je suis ton ami depuis 15 ans. Je suis le seul qui connaisse toute la vérité, et ça te ronge de l'intérieur. Je serai là-haut avec toi aujourd'hui parce que je l'ai promis. Mais après ça, j'en ai fini. J'en ai fini de te voir blesser les gens. De l'autre côté de la ville, à notre hôtel, l'atmosphère était complètement différente. C'était calme. C'était joyeux. J'ai aidé mes garçons à enfiler leur tenue dorée assortie. Le riche tissu Kant scintillait alors que j'ajustais le petit nœud papillon de Caleb. Vous êtes si beau, ai-je dit, mon cœur débordant en regardant mes 3 petits hommes debout en rang parfait. Comme de petits princes, a dit ma mère, Evelyne. Elle portait une belle robe d'un violet profond, un clin d'œil à notre héritage jamaïcain. Mon père, George, avait l'air distingué et fort dans son costume sombre. Es-tu sûr de ça, Audra, a-t-il demandé une dernière fois. Il n'est pas trop tard pour juste aller bruncher. J'ai souri en enfilant ma propre robe dorée. Le tissu ressemblait à une armure. J'en suis sûr, papa. Il ne s'agit plus de vengeance. Il s'agit de me tenir enfin dans ma vérité. Mon téléphone a sonné. C'était le lan du château. La Bentley sera là dans 1 heure, a-t-il dit, sa voix nette et professionnelle. Preston a de la sécurité qui surveille toutes les entrées, mais ils s'attendent à ce qu'une femme seule dans un petit taxi triste soit dirigée vers l'allée de service. Ils n'ont aucune idée pour les garçons. Est-ce que tout le reste est prêt? Oui, ai-je dit en prenant une profonde inspiration. Merci, Leland. Je n'oublierai jamais ça. Alors que l'horloge se rapprochait de 2 heures, les invités ont commencé à prendre place dans le jardin ensoleillé. Un quatuor à cordes jouait doucement. Tout était parfait. Et puis, à l'entrée principale, une élégante Bentley noire, polie jusqu'à un éclat miroir, s'est arrêtée. Elle ne figurait pas sur la liste des véhicules autorisés. 2 gardes de sécurité se sont immédiatement approchés, parlant dans leur radio. Nous avons un véhicule non autorisé à la porte principale. Preston, entendant l'appel sur sa propre oreillette, s'est précipité hors du bâtiment principal, le visage rouge d'un mélange de colère et d'anxiété. Qui a autorisé ça, a-t-il exigé en fixant les vitres teintées de la voiture. C'est alors que le Land Davis s'est avancé depuis l'entrée, calme et posé. C'est moi, monsieur Wallace, a-t-il dit clairement. En tant que manager de service, j'ai pris des dispositions exécutives pour l'arrivée du docteur Harrison. Vous n'aviez pas le droit, a commencé Preston, mais ses mots se sont éteints dans sa gorge. Le chauffeur a ouvert la portière arrière de la Bentley, et je suis sorti. La lumière du soleil a frappé le tissu doré de ma robe, et pendant un instant, j'ai semblé briller. Je me tenais droite, mon expression calme, la tête haute. Une vague de chuchotements a parcouru les invités qui arrivaient encore. Ils m'ont reconnu. Ce n'était pas la femme brisée et pathétique des histoires de Preston. Le choc de Preston s'est rapidement transformé en autre chose, quelque chose de plus proche de l'horreur, lorsque Caleb est sorti de la voiture derrière moi. Puis Cole, puis Cameron. 3 petits garçons, identiques jusqu'à leurs yeux vifs et curieux, tous vêtus de tenues dorées assorties. Ils se sont tenus en rang bien net à côté de moi, chacun prenant une de mes mains. C'est impossible, a murmuré Preston, toute couleur quittant son visage. J'ai hoché la tête poliment dans sa direction, mais je ne lui ai pas parlé. Je me suis tourné vers le Land. Merci d'avoir organisé notre transport, ai-je dit, ma voix claire et stable. Mon plaisir, docteur Harrison, a répondu le Land, sa voix assez forte pour que tout le monde entende. Vos places sont prêtes. Au premier rang, comme vous l'avez demandé. Au premier rang, a balbutié Preston, retrouvant sa voix. Non, absolument pas. Sa place est au fond. C'est alors que Caleb, mon garçon courageux et franc, a tiré sur ma robe. Il a levé les yeux vers Preston,
la tête penchée. D'une voix claire et innocente qui a porté à travers le silence stupéfait, il a demandé, « Maman, est-ce que c'est l'homme qui a raconté des mensonges sur toi ?» Un hoquet collectif a traversé les spectateurs. Les téléphones, qui avaient été discrètement rangés, sont soudainement apparus, leurs caméras pointées directement sur nous. Le conte de fées venait de devenir une émission de télé-réalité. La question de mon fils est restée en suspens, tranchante et indéniable. La symphonie soigneusement orchestrée de la journée parfaite de Preston s'est arrêtée brusquement. Le quatuor à cordes aurait tout aussi bien pu jouer une marche funèbre. Caleb, souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Voix d'intérieur, ai-je dit doucement, en lui serrant la main, bien que mon cœur battait la chamade contre mes côtes. J'ai regardé Preston, mon expression indéchiffrable. Nous sommes ici en tant qu'invités, Preston. Rien de plus. C'est alors que mes parents sont sortis de la Bentley. Mon père a posé une main protectrice sur mon épaule, une déclaration silencieuse et puissante, tandis que ma mère a pris les mains de mes deux autres garçons. L'organisatrice de mariage, Vanessa, s'est précipitée, son presse-papier serré contre sa poitrine, son visage un masque de confusion paniquée. Il semble y avoir une certaine confusion, a-t-elle balbutié. Docteur Harrison, votre place assignée est. Docteur Harrison et sa famille seront assis au premier rang, a interrompu fermement Leland, s'interposant entre nous, en tant que mes invités personnels. Le visage de Preston s'est tordu de rage. Il s'est jeté en avant et a attrapé le bras de Leland. Vous travaillez pour moi aujourd'hui. J'ai payé pour tout cet événement. Je travaille pour le château Elan, a corrigé calmement Leland en retirant la main de Preston de son bras. Et nous ne discriminons pas les invités ni ne les forçons à utiliser les entrées de service. De plus en plus de gens se rassemblaient maintenant, leur conversation polie de mariage remplacée par des chuchotements urgents et excités. Les parents de Preston, Harold et Patricia, se sont frayés un chemin à travers la foule. Preston, que se passe-t-il, a exigé Patricia, sa coiffure parfaite ne bougeant pas d'un pouce. Puis ses yeux sont tombés sur mes fils et elle s'est figée. Son sourire parfaitement peint a disparu. Qui sont ces enfants? Demandez à votre fils, ai-je répondu, ma voix égale. Il connaît ma fertilité depuis des années. Preston s'est interposé entre moi et sa mère, essayant de reprendre le contrôle. Elle a eu recours à un donneur, a-t-il craché, le mensonge lui venant facilement. C'est juste un coup monté. Elle essaie de ruiner mon mariage. Est-ce vrai? A demandé Patricia en se tournant vers moi, les yeux remplis de confusion. J'ai eu recours à un donneur, ai-je confirmé en la regardant droit dans les yeux. Après mon divorce, après avoir appris que malgré les affirmations de Preston, ce n'était pas moi qui avais des problèmes de fertilité. Les chuchotements dans la foule sont devenus plus forts, plus frénétiques. Harold, son visage devenant rouge et tacheté, s'est avancé. Comment osez-vous amener ce drame le jour du mariage de mon fils, m'a-t-il crié. J'ai brandi l'invitation, celle que j'avais apportée avec moi pour ce moment précis. J'ai été invité, ai-je dit calmement. Avec cette note spéciale. J'ai retourné le carton réponse, montrant à tous l'écriture élégante et cruelle de Preston. Dernière place, dernière rangée, où tu appartiens. Une nouvelle vague de halètements a parcouru les invités. Quelqu'un près du devant a murmuré audiblement, « Oh, c'est tout simplement affreux ». Preston s'est jeté sur l'invitation, mais Garrett, son propre témoin, s'est interposé. « Ça suffit, Preston », a dit Garrett, sa voix ferme et définitive. « Reste en dehors de ça », a grogné Preston. « Non », a répondu Garrett, sa voix résonnant de la conviction d'un homme qui était resté silencieux trop longtemps. « Ça a été assez loin. Je t'ai regardé mentir sur Audra pendant 3 ans. » Il s'est tourné non pas vers Preston, mais vers la foule, vers les parents de Preston. J'étais là. J'étais avec lui au cabinet du médecin quand on lui a parlé de sa faible numération de spermatozoïdes. Je l'ai regardé blâmer son âge au lieu d'accepter sa propre vérité. Un silence de mort est tombé sur la foule. Tous les téléphones enregistraient maintenant. Patricia Wallace a couvert sa bouche d'une main tremblante, les yeux écarquillés d'horreur. Tu nous as dit. Tu nous as dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, a-t-elle murmuré à son fils. Tu as dit que c'est pour ça que tu avais dû divorcer. Il a menti, a confirmé Garrett, sa voix lourde de regret. Et il vit avec ce mensonge depuis lors. À ce moment précis,
une silhouette est apparue à l'entrée principale du château. C'était Belle. Elle n'était pas dans sa robe de mariée. Elle était dans sa robe de soie, son maquillage élaboré souillé de larmes. Elle avait tout entendu. Elle a descendu lentement, délibérément les marches, les yeux fixés non pas sur Preston, mais sur moi et mes fils. Elle s'est arrêtée devant nous, son regard doux et interrogateur. « Ce sont vos fils ?» m'a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Oui, ils ont 5 ans. Belle a fait le calcul dans sa tête. Je pouvais voir la dernière pièce douloureuse du puzzle se mettre en place. 5 ans. Conçu peu de temps après notre divorce. Après qu'il m'ait quitté parce que je ne pouvais supposément pas avoir d'enfant. 5 ans, a-t-elle répété, sa voix un murmure brisé. Elle s'est tournée vers Preston, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. Tu as menti. Tu as menti à son sujet. Tu as menti. Surtout. Belle, s'il te plaît, a-t-il supplié en lui prenant le bras. Laisse-moi expliquer. Expliquer quoi, a-t-elle crié en se dégageant. Que toute notre relation a été basée sur ton obsession de blesser ton ex-femme? Que tout ce mariage n'était qu'une autre performance pour ton ego. J'ai trouvé tes plans de sécurité, Preston. J'ai trouvé la note sur la chaise bancale et les caméras cachées. Ça n'a jamais été à propos de son âge, n'est-ce pas? Son partenaire commercial, Michael, s'est soudainement frayé un chemin à travers la foule, le visage pâle, son téléphone serré dans la main. Preston, mon téléphone explose. Nos investisseurs, ils voient ça. C'est diffusé en direct partout. Je m'en fiche, a crié Preston, perdant finalement le dernier lambeau de son sang-froid. C'était censé être mon jour. Mon jour parfait pour montrer à tout le monde. Pour montrer à tout le monde quoi, l'a interrompu Belle, sa voix claire et forte. Que tu pouvais duper une autre femme pour qu'elle t'épouse? Que tu pouvais humilier publiquement une bonne personne juste pour protéger ton ego fragile? J'ai senti une légère touche sur mon bras. C'était Belle. Elle m'a regardé, ses yeux remplis d'une compassion surprenante. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, ai-je dit doucement. Je suis venu pour clore un chapitre, pas pour ruiner votre journée. Vous n'avez rien ruiné, a-t-elle dit, un triste sourire effleurant ses lèvres. Il a fait ça tout seul. Elle s'est retournée vers la foule rassemblée, sa voix retentissant. Je suis désolé, tout le monde. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Et sur ce, elle a retiré l'énorme bague en diamant de son doigt. Elle s'est approchée de Preston, qui se tenait figé au centre de sa fantaisie ruinée, et l'a placée fermement dans sa paume. Ta performance est terminée, Preston. Si vous écoutez encore, pourriez-vous me faire une petite faveur et aimer cette vidéo, et peut-être commenter le chiffre ci-dessous? Cela me permet de savoir que vous êtes toujours avec moi dans ce voyage et votre soutien compte vraiment pour moi. Cela me donne l'encouragement de continuer. Tapez simplement le chiffre 1 et ensuite je vous dirai ce qui s'est passé ensuite. Belle s'est retournée et s'est éloignée sans un regard en arrière. Ces demoiselles d'honneur, qui planaient dans un silence choqué, se sont précipitées après elle. Le conte de fées était officiellement terminé. Preston se tenait seul, la bague en diamant lourde dans sa main, le symbole d'un avenir qui venait de disparaître. Belle, attends, a-t-il crié, sa voix. Tu ne peux pas faire ça. Tout est payé. Les photographes, la couverture médiatique. Laisse-la partir, mec, a dit doucement Gareth en posant une main sur son épaule. C'est fini. Les invités ont commencé à s'agiter, une marée murmurante de confusion et de commérage. Certains ont commencé à se diriger vers leur voiture, impatients d'échapper à l'implosion spectaculaire. D'autres sont restés, les téléphones toujours levés, ne voulant pas manquer une seule seconde du drame. Le regard de Preston, rempli d'une rage venimeuse, s'est finalement posé sur moi. Es-tu contente maintenant, a-t-il sifflé, sa voix tremblante. Tu as tout ruiné. Non, Preston, ai-je répondu, ma voix calme et stable en rassemblant mes fils près de moi. C'est toi. Tu as tout ruiné toi-même avec tes mensonges. J'ai pris les mains de mes garçons. Allez, mes chéris. Nous devrions y aller. Mais maman, a dit Cameron, son petit front plissé. Tu as dit que nous allions à une fête. La fête est annulée, mon amour, ai-je expliqué doucement. Alors que ma famille et moi nous tournions pour partir, Preston est resté debout au centre de son lieu de mariage à moitié vide.
Il était une île de désespoir, entourée d'une mer d'extravagance. 20 000 $ de roses blanches se fanaient sous la chaleur de la Géorgie. Un gâteau de 5 000 $ attendait, intact, dans la cuisine. Et tout autour de lui, l'image soigneusement construite de Preston Wallace, le puissant millionnaire, s'effondrait en poussière tandis que ses invités chuchotaient et pointaient du doigt, leur téléphone capturant l'humiliation très publique qu'il avait si méticuleusement planifiée pour moi. Juste au moment où nous atteignions la Bentley, une voix a appelé « Attendez, Dr Harrison ». Je me suis retourné. C'était James Rivera, le père de Belle. Il s'est avancé vers nous, son expression un mélange de colère et de respect. Il a jeté un regard à Preston avec un mépris non dissimulé avant de s'adresser à moi. « Je pense que ma fille aimerait vous parler », a-t-il dit. « Avant que vous ne partiez. » J'ai hésité, regardant mes parents et mes garçons. Ma mère m'a fait un léger signe de tête. « Vas-y », a-t-elle murmuré. « Nous garderons les garçons. » J'ai suivi Vanessa, l'organisatrice de mariage sous le choc, à travers l'espace de cérémonie maintenant vidé dans le bâtiment principal. Le silence était assourdissant. Dans la suite nuptiale, j'ai trouvé Belle. Elle avait quitté sa robe de soie et portait maintenant un jean et un simple chemisier. Elle était assise sur un canapé moelleux, son maquillage élaboré strié de larmes, semblant plus jeune et plus vulnérable que je ne l'avais jamais vue. « Je suis tellement désolé », ai-je commencé, ne sachant que dire d'autre. Je n'ai vraiment jamais eu l'intention que tout cela se produise. Elle a levé les yeux et j'ai été surprise de ne voir aucune colère dans ses yeux, seulement une profonde tristesse. « Vous n'avez pas causé cela », a-t-elle dit, sa voix rauque. « Je devrais vous remercier. Vous m'avez sauvé de la plus grosse erreur de ma vie. » « Ce n'était pas mon but, ai-je dit doucement, m'asseyant sur une chaise en face d'elle. J'avais juste besoin de clore ce chapitre de ma vie. Selon mes termes, pas les siens. « Combien de temps avez-vous été marié ?» a-t-elle demandé. « 5 ans, ai-je répondu. À la fin, je me reconnaissais à peine. Il a une façon de tordre les choses, de vous faire douter de votre propre réalité, de vos propres perceptions. Elle a hoché la tête lentement, ses yeux distants. J'ai ressenti ça aussi. De petites choses qui ne collaient pas, des questions auxquelles il ne répondait pas clairement. J'ai ignoré tellement de signaux d'alarme parce que je voulais croire à l'image parfaite. Nous le faisons tous quand nous voulons croire en quelqu'un, ai-je dit doucement. Elle m'a regardé pendant un long moment. Vos garçons sont magnifiques, a-t-elle dit finalement. Vous avez fait tout ça toute seule. Un sourire sincère a touché mes lèvres. Avec beaucoup d'aide de mes parents et de mes amis. Ce n'était pas la famille que j'avais initialement imaginée pour moi, mais c'est devenu tout ce dont j'ai toujours eu besoin. J'aurais dû poser plus de questions, a admis Belle, en baissant les yeux sur ses mains. Sur son passé, sur vous. Peut-être que je ne serais pas assise ici dans un lieu de mariage annulé avec 300 personnes qui parlent de moi en ligne. Les réseaux sociaux trouveront quelque chose de nouveau à raconter demain, les jeux assurés. Croyez-moi, j'ai survécu à des rumeurs bien pires que ça à Atlanta. Son père a frappé doucement à la porte avant d'entrer. J'ai pris des dispositions pour que nous restions dans un autre hôtel ce soir, lui a-t-il dit doucement. Loin de tout ça. Belle s'est levée et s'est tournée vers moi. Aussi étrange que cela puisse paraître, a-t-elle dit, je suis contente que vous soyez venu aujourd'hui. Moi aussi, ai-je répondu honnêtement. En quittant la suite nuptiale, Leland attendait dans le couloir. J'ai réservé une salle à manger privée pour votre famille au restaurant du Vignoble, a-t-il dit avec un sourire bienveillant, loin des regards indiscrets. M. Rivera et sa fille se joindront à vous si cela vous convient. Et ainsi, dans l'un des retournements les plus étranges de ma vie, ma famille et moi avons fini par avoir un dîner calme et paisible avec la femme qui était censée avoir épousé mon ex-mari et son père. Mes garçons, inconscients du drame des adultes, coloriaient joyeusement sur leur menu pendant que les adultes parlaient à voix basse et réfléchis. Par la fenêtre du restaurant, nous pouvions voir Preston, une silhouette solitaire essayant d'entrer dans le bâtiment principal, seulement pour être repoussé par sa propre sécurité. Il s'est dirigé seul vers sa voiture, les photographes capturant sa sortie solitaire et abattue. Plus tard dans la soirée, de retour à notre hôtel, j'ai couché mes fils endormis. Le poids des 3 dernières années, le poids des mensonges de Preston, semblait enfin s'être levé de mes épaules. Alors que je me préparais moi-même à me coucher, mon téléphone s'est allumé avec un texto d'un numéro inconnu. C'était Belle. Merci pour la vérité douloureuse que j'avais besoin de voir.
J'ai fixé le message un instant, puis j'ai répondu. Tu es plus forte que tu ne le penses. Tu iras bien. Elle a répondu presque instantanément. Pouvons-nous parler demain avant que tu ne quittes Atlanta? Bien sûr, ai-je répondu. Dis-moi l'heure et le lieu. Le lendemain matin, Belle et moi nous sommes rencontrés pour le petit déjeuner. Nous nous sommes assises dans un coin tranquille du restaurant de son hôtel, deux femmes dont les vies avaient été irrévocablement enchevêtrées par la tromperie d'un homme. Elle avait l'air fatiguée mais résolue. Nous avons parlé pendant plus d'une heure, non pas en tant que rivale, mais en tant que survivante. Nous avons partagé des histoires. Nous avons trouvé un terrain d'entente dans les schémas subtils de la manipulation de Preston. Et nous avons trouvé un sentiment inattendu de camaraderie. Quand nous nous sommes dit au revoir, nous nous sommes étreintes. Deux étrangères réunies par une expérience douloureuse commune, maintenant liées par un respect mutuel. Ma famille et moi sommes retournés à Boston cet après-midi-là. Alors que l'avion décollait, j'ai regardé les lumières scintillantes d'Atlanta, une ville qui avait autrefois contenu tant de douleur pour moi. Maintenant, elle ressemblait juste à un endroit que j'avais connu. J'étais enfin libre. Les 6 mois qui ont suivi furent une étude de contraste. Ma vie, qui était déjà belle, s'est épanouie. J'ai consacré mon énergie à mon travail, développant un nouveau programme de sensibilisation communautaire pour les patients pédiatriques défavorisés. Mes efforts ne sont pas passés inaperçus. Un après-midi d'automne frais, j'ai été appelé dans le bureau de l'administrateur de l'hôpital et on m'a offert une promotion au poste de chef de la pédiatrie. Ce soir-là, je suis rentré à la maison dans un salon décoré de pancartes faites à la main qui disaient « Félicitations, maman ». Et j'ai célébré avec mes 3 petites personnes préférées en mangeant des biscuits pour le dîner. Belle aussi a trouvé un nouveau chemin. Elle a quitté Atlanta et a déménagé à New York. Elle a abandonné sa carrière d'influenceuse à poster des photos parfaites et a lancé sa propre agence de conseil en réseaux sociaux. Sa nouvelle marque était construite sur une seule idée puissante, l'authenticité. Elle a utilisé son expérience pour aider les entreprises à établir des liens réels et honnêtes avec leurs clients, et elle a connu plus de succès que jamais. Nous sommes restés en contact par des textos occasionnels, nous encourageant mutuellement de loin. La vie de Preston, en revanche, a pris la direction opposée. Sa chute fut aussi rapide que brutale. Le désastre du mariage, que les médias ont joyeusement surnommé Wedding Fail et Derek Exposed, n'était que le début. Les accusations d'irrégularité financière mises en lumière par la panique des investisseurs ce jour-là ont déclenché une enquête à grande échelle. Il s'est avéré que Preston jouait avec les finances de son entreprise depuis des années, réaffectant des fonds d'un projet pour couvrir les pertes d'un autre. Ses partenaires commerciaux se sont retournés contre lui, son entreprise a déposé le bilan, et son nom est devenu toxique dans le monde de l'immobilier d'Atlanta. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il avait été contraint de vendre le Pantouse en vente rapide pour arrêter la saisie. Ses parents, profondément honteux de sa tromperie publique, avaient pris leur distance. Il avait tout perdu. Sa richesse, sa réputation, sa fiancée et le respect de tous ceux qui avaient jamais compté pour lui. Un week-end, j'étais à Chicago pour une conférence médicale où j'avais été invité à prendre la parole dans un panel sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Après ma présentation, alors que je discutais avec quelques collègues, j'ai vu un visage familier au fond de la salle. C'était Garrett Cooper. Il avait l'air différent, plus calme. Il m'a dit qu'il avait quitté Atlanta juste après le mariage, coupant tous les liens avec Preston. Il avait déménagé à Chicago et travaillait maintenant pour une société d'investissement dans le domaine de la santé. Il s'est de nouveau excusé pour ses années de silence. J'aurais dû parler plus tôt, Audra, a-t-il dit, son regret sincère. J'ai été un lâche. Il m'a fallu 3 ans pour trouver mon propre courage, lui ai-je rappelé doucement. Parfois, la vérité met juste un peu de temps à trouver son chemin vers la lumière. Nous avons pris un café et c'était agréable, facile. Nous avons parlé pendant des heures, non pas du passé, mais de l'avenir. Le mois suivant, ma famille s'est réunie à Philadelphie pour célébrer le 40e anniversaire de mariage de mes parents. C'était une chaude soirée d'été, le jardin rempli de l'odeur du barbecue et du son des rires. Mes fils jouaient avec leurs cousins, leurs cris joyeux emplissant l'air. Alors que j'aidais ma mère avec le dessert, mon téléphone a vibré. C'était un texto de Belle avec un lien vers un article de presse. Le titre disait « Mitchell Développement dépose le bilan après des tentatives de restructuration infructueuses ». Ma mère a vu mon expression. « Mauvaise nouvelle » a-t-elle demandé.
J'ai rangé mon téléphone et j'ai souri, regardant mes garçons qui s'ébattaient dans l'herbe. Non, ai-je dit, juste une mise à jour sur quelque chose du passé. Rien qui n'ait plus d'importance. Et c'était vrai. J'étais en paix. La meilleure vengeance, j'en étais venu à le réaliser, n'était pas de voir Preston tomber. C'était de construire une vie si pleine de ma propre joie, de mon propre succès et de mon propre but que ses actions, ses mensonges et toute son existence étaient devenus complètement et totalement insignifiants. Plus tard dans la nuit, après avoir couché mes fils endormis, Caleb a posé une question qui m'a surprise. « Maman » a-t-il murmuré dans le noir. « Es-tu heureuse même si nous n'avons pas de papa comme les autres enfants ?» Je me suis assise sur le bord de son lit, le cœur si plein qu'il semblait sur le point d'éclater. J'ai regardé mes 3 beaux garçons parfaits. Je suis plus heureuse que je n'aurais jamais cru possible, ai-je dit sincèrement. Notre famille a peut-être l'air un peu différente des autres, mais elle est parfaite exactement comme elle est. Je pense aussi, a-t-il marmonné, déjà en train de s'endormir. Debout dans l'obscurité silencieuse, j'ai pensé à quel point ma vie était différente de celle que j'avais autrefois planifiée. La douleur de la trahison de Preston m'avait, au final, mené à un bonheur bien plus grand que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. C'était un texto de Gareth. Je pense à notre café à Chicago. J'adorerais qu'on se revoie la prochaine fois que tu seras ici ou que je serai à Boston. J'ai souri en tapant ma réponse. J'aimerais beaucoup ça. Le passé était enfin là où il devait être, derrière moi. Et l'avenir, avec toutes ses possibilités brillantes et merveilleuses, s'étendait, ouvert et attendant juste devant moi. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à partager, mais votre présence ici donne l'impression que cela en valait la peine. Si une partie de cela a résonné en vous, je serais très reconnaissante si vous aimiez cette vidéo ou la partagiez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et n'hésitez pas à partager vos propres pensées et histoires dans les commentaires ci-dessous. C'est une communauté et vos voix comptent. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et rappelez-vous à quel point vous êtes vraiment fort.